je suis sorti de chez moi, mais j'ai pris le métro sous la grande surveillance de l'état exceptionnel. Il y avait des soldats armés. Bon, et comme il n'y a personne, j'ai trouvé 25 centimes par terre et je l'ai mis dans ma poche. Et j'ai une croyance que ça va me porter du bonheur, au moins aujourd'hui. Ça va me sauver la vie, peut-être, on va voir. Donc j'ai remarqué qu'en fait les contrôleurs à l'entrée du métro, ils ont fait ouvrir mon sac à dos et plutôt regarder à l'intérieur de mon sac, ils ont regardé à mon visage pendant que je regardais à l'intérieur du sac. C'est une stratégie apprise, je crois, et bonne stratégie psychologique, oui, je comprends. Ils sont éduqués alors. Je dois avouer qu'en fait, ce matin très tôt, je me suis décidé d'aller à Sapanca parce que hier, cette sortie d'Istanbul, c'était non réussi et c'était bloqué. Mais j'ai fait un planning plus mieux, donc j'envisage de pouvoir prendre encore cet ancien train dont la sonorité m'enchante toujours. Voilà, je vais à Sapanca parce que le plus proche endroit pour se sauver d'Istanbul, et j'ai choisi la sonorité du train. Ce voyage, ça va durer, je crois, 1h30. Alors, donc je suis dans le même endroit. Je suis arrivé à Pendik comme hier. Je vais traverser le même chemin. Ce sera plus facile parce qu'il y a moins de monde, parce que c'est très tôt. En plus, j'avais toujours rêvé de prendre le bus à aller à Tuzla, une station plus loin que Pendik. Mais ce n'était pas possible parce que le bus, le trajet, ça dure vraiment très très longtemps et c'est douloureux. Maintenant, depuis 2 semaines seulement, que le métro est arrivé à ces endroits-là. Sinon, je ne pourrais jamais arriver ni à Pendik, avec l'état de chemin de fer complètement bloqué dans le centre-ville. Alors, tout ne sera possible qu'aujourd'hui. Donc, je me suis réveillé comme les prolétaires pour aller au boulot. Je suis invité à une conférence, bien sûr, à une parloir spéciale. Je devrais m'absenter. Je serai hors de ville. Alors, plaisanterie, trêve de plaisanterie. Normalement, je suis quelqu'un assez calme, mais je me suis rendu compte qu'en fait, chaque fois que je photographie quelqu'un incognito, si quelqu'un d'autre, une troisième, une tierce intervient, non pas pour la photographe, mais pour interpeller autrui, et donc autrui change de posture, et toute la scène que j'ai construite dans ma tête s'écroule. Là, ça m'agace. Ça m'est arrivé tout à l'heure et ça arrive toujours à Pendik. Alors, j'étais en train de chasser une fantastique photo, mais le sujet de la photographie a décidé subitement de prendre un bus. Et donc, il est en train de disparaître et je devrais faire mon affaire très vite, mais un tiers surgit tout à coup et m'a interpellé cette fois-ci en me demandant une adresse. Alors j'étais très agacé, je lui ai répondu du même ton et en disant que je ne suis pas d'ici, je ne connais pas et tout. Et finalement, j'ai pris en parlant cette photo. Personne n'a su ce qui s'est passé. Et puis, mon affaire, le sujet disparu, photo prise, je lui ai répondu, comme chaque citoyen, gentiment, en disant que vous devriez poser la question d'adresse inconnue à Abidjan, c'est-à-dire, tout de suite, il y avait un pompier là, assis, très à l'aise, et voilà, je lui ai conseillé de demander à des fonctionnaires, par exemple,
pompier. Bon, pompier. C'est incroyable en fait. Dès que je suis descendu des pas de train, en fait, j'ai respiré grand air de ce point de vue. Et je commençais à pleurer, c'est impossible en public. C'est bien grand air qui heurte sur le visage. Et tout en brouillard, c'est comme un petit matin encore. Il est 11h30 et la nature se repose. Il y a eu des modernisations, bien sûr, la restauration de la gare, c'est parfait, mais je vais voir l'état des lieux, bien sûr. J'ai bien écrit dans le train et j'ai pris des photographies. C'était comme disait Vertov. Je vais vous montrer. Bon, je crois qu'en fait, certaines personnes ne connaissent jamais véritablement le microcosme qui s'étend devant nos yeux, peut-être avant les yeux, devant le toucher, sentir, l'odorat. Et par contre, ils ne connaissent pas ou ils connaissent mal macrocosmos aussi. Macrocosme, c'est pas ce qu'on voit par la vue, peut-être. Et ils passent, les gens, ils passent, ils ne voient pas, ils ne touchent pas, ils ne sentent pas. C'est très limité, être humain. Je suis content d'être à Sapanja de nouveau. Depuis pas mal de temps, je ne suis pas venu. J'ai passé du temps en attendant le train dans cette côte au bord du lac. J'aime beaucoup les lacs. Il y a des lacs à découvrir en Turquie. Oui, je ne suis même pas là, Eridir, Beyşehir, que je voulais être à l'enquête de Kubat Abad, cette grande Selçukide qui avait des goûts de miniature et de festivités dans son palais d'été près de lac de Beyşehir. Et il y a des lacs toujours envoûtants. C'est plus que la mer. La mer n'envoûte pas. La mer joyeuse. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un lac joyeux. Peut-être grand lac. Mais il s'agit de mer cette fois. Mer de Casparian Sea, ou dans notre pays, lac de Van, n'est-ce pas? Et parfois il y a du vent et ils sont agités. Et, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'expérience, mais ce qui est envoûtant encore plus, dans le lac de Van, je crois, tout cet reste millénaire des Arméniens, en fait, Ani, les ruines d'Ani. Et oui, il faut y aller, mais quand? J'aime bien la terre, la texture de botanique, en fait. Tout à l'heure, j'ai passé d'ailleurs devant un jardin botanique, plutôt arbuste, les petites pins, pinettes. Ah oui, j'ai ramassé un petit morceau qui était jeté par le jardinier que j'ai salué en passant. J'ai photographié avec son chariot. Il a fait 5 allers-retours quand je passais. Il travaille très vite, donc il jette un certain nombre de branches de sapin. Et j'ai un peu ramassé, j'ai touché sapin et j'ai mis dans ma poche en fait. Je suis comme une pickpocket de sapin. Je me disais en rentrant à la maison hier soir, alors
parler chez moi, ça fait mal aux pieds. Voilà, le proverbe qui appartient à moi. J'ai jamais entendu ça. En fait, parler, ça fait du mal à mes pieds. Pas à tout le monde peut-être, mais je parle en marchant. Mon parloir, c'est un parcours, c'est bizarre. Donc, à ce propos, j'avais noté que c'est ce qu'on appelle, en fait, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle vivre ou dormir avec ses chaussures, n'est-ce pas? En fait, je suis toujours en marchant et je dors peu, donc je parle, je marche, donc je dois dormir et j'aurais dû dormir avec mes chaussures, parce qu'il faut être toujours prêt à parler et à marcher, toujours en avant. Peut-être en arrière aussi, on peut marcher en rétention et en protension, vous savez tout ça. C'est ce qu'on appelle être sur le chemin, mais ne pas dans une seule direction, variée, pas toujours planifiée. Il faut avoir 2, 3 toujours alternatifs avant de partir. Et j'ai choisi Sapanja, j'ai fait un calcul, et j'aurais pu aller à Castro, à Tequila, n'est-ce pas, grand bois de sapin, encore la mer, cette fois Mare Nostrum, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ruisseau apparemment toute l'été de 2016, alors j'ai prié à tout le monde, viens, on va à Castro, alors je ne peux pas faire camping tout seul et tout, mais personne ne s'intéresse, c'est un endroit prodigieux, et on peut consulter sur le web, c'est un lieu de camping, mais je n'avais pas d'habitude de camping, mais maintenant, aujourd'hui, en fait, dans 2 mois, je suis devenu commando de mer, de bois, du lac, de quoi. Enfin, je marche, j'ai une grande santé, heureusement, que je peux parler avec mes pieds, n'est-ce pas? Je suis toujours en quête et je trouve que c'est un devoir. Et je vais dire pourquoi vers la fin de mon enquête, devoir. En grec, deonta. C'est très lié à Sapanja, mais je ne dévoile pas tout de suite. Je goûte d'abord. Ah oui, j'ai trouvé une petite mini-bar ici, complètement, comment on dit, hasardé. Là, je me suis installé quand même. Au début, toujours, on s'installe ici au vertical. Voilà. Alors, être inquiet, sortir de soi, sortir de chez soi, être inquiété et être en quête. Et même être toujours orgueilleux. Si je comprends bien en français, être orgueilleux, gué, ça s'écrit à peu près comme ça. Et je me demande si ça a un rapport avec le mot anglais gaze, to gaze comme verbe. Gaze, c'est bizarre que ça soit lié au regard, parce que le mot göz en turc veut dire l'œil. Alors, peut-être que c'est un turcicisme dans la langue anglaise. Qui sait? Joyce, bien sûr, James Joyce, c'est repère des mots turcs utilisés dans l'Ulysses, n'est-ce pas? Alors, comme je voyage beaucoup sur place, ma femme me demanderait, enfin, elle ne demande même plus où j'allais encore, que je faisais et tout, mais elle a choisi, enfin, elle a adopté une attitude de l'indifférence face aux événements naturels, et en l'occurrence, c'est moi. Événements naturels de grande taille. Oui, de cette taille. Donc, il faut rester indifférent à certains ouragans. Alors, je laisse de temps en temps des petites notes à elle. En fait, des notes, bien sûr, sonores, jamais écrites. Je n'ai pas de traces.
et en disant que je devrais aller à une conférence et je dois parler sur ce sujet. C'est pas mensonge, hein, je parle finalement, mais une conférence des oiseaux plutôt. Il s'agit pas d'une conférence académique ou amicale. Alors, je suis toujours invité à des conférences, je suis toujours pris, bon, je suis convoqué plutôt pour parler, on me fait parler et tout. Bon, mes plaintes, c'est vrai, ou bien moitié du vrai, c'est la moitié du vrai. Elle ne peut pas savoir tout, sur moi en tout cas. Alors, moi, je dirais en fait, quand je parle devant les gens, devant quelqu'un, je parle à peu près, mais ce qu'on n'appelle pas ça un parloir, ça s'appelle un dialogue. Hein, et c'est pas ma chose, c'est pas mon truc. Donc, je préfère parler pour dire la vérité. Et en vérité, pour rester en vérité, et à l'intérieur de la vérité, pour se promener dans la vérité, alors je ferme les yeux. Voilà, en parlant, voilà, l'un de mes attitudes de début, parlant et fermer les yeux pour faire l'expérience de l'obscurité. Non, je ne médite pas les yeux fermés, je parle. Et tout de suite que je ferme les yeux, je dois parler parce que je trouve des choses à parler. Donc, logos, c'est étranger à la visibilité. C'est par essence. J'expérimente ainsi. Je ne sais pas Socrate que dirait. Bon, et parler, écrire les yeux fermés, ou bien comme j'étais dans le train tout à l'heure, et j'ai oublié qu'on passait quand même par des tunnels dans un train. C'est ça l'avantage d'être dans un train, c'est toujours tranquille, c'est beaucoup mieux qu'un bus ou d'un avion, parce qu'il y aura très peu d'incidents, je suppose, dans le train, et on est tranquille, on sait le trajet, on glisse sur terre. J'aime bien la terre, donc voie ferroviaire. Alors, en passant les tunnels, que j'avais oublié, on est dans l'obscurité. Alors, j'ai commencé à écrire, parce que je ne vais pas parler dans le train, parce que le train me parle. Et j'aime beaucoup la sonorité des trains. Quand j'ai dit que j'aime bien la sonorité des trains. Voilà, pour vous, un deuxième petit indice de ce que je vais dévoiler à la fin de mon discours. J'avais fait une fois une discussion comme ça, très fever, avec quelqu'un que je oubliais c'était qui, mais ce que j'avais fait une sorte de montage en parlant et je ne dévoilais pas la vérité, mais je frôlais la vérité. Et chaque fois que je frôle, c'est-à-dire je suis le plus proche indiciel de la vérité, et les indicateurs, je disais, voilà, c'est la première. Et puis au cours du discours, j'en révèle une deuxième, jamais la vérité est nulle en tant que telle, mais toujours les indices. Donc, mon interlocuteur, il ou elle retenait mes indices, 2, 3. 4, à partir de 3 ou 4, elle ou il commençait à faire des interprétations, c'est-à-dire il dévançait le secret. Avant que je dévoile, c'était un jeu complètement spontané, mais je crois qu'il y a des jeux comme ça télévisés et tout, mais c'est bidon. Le nôtre, c'était vraiment très intelligent. Voilà, je vais faire un peu refictionner la même chose concernant donc c'était quoi notre indice. Alors c'est mon devoir de parler. Premier indice, le mot devoir en grec déonta, et c'est très peut-être il a déjà
4 indices. Et Deonta, c'est très lié à Sapanja. Donc voilà, ça fait une série des indices. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était quoi mon indice? Je ne peux pas retenir mes indices. Et voilà, vous allez retenir. Moi, en réécoutant l'enregistrement, je vais rappeler aussi. Donc, on va vers quelque chose autour de devoir de parler dans l'obscurité et sonorité de train. Oui, tiens, j'ai trouvé. 5e indice, sonorité de train ancien. Bien sûr, pas supersonique, etc. Donc, la voie ferroviaire, plutôt, qui va faire un truc mécanique, mais transcendantal. Voilà, il y a beaucoup d'indices. Des voix transcendantales. Voilà, s'il y avait un interlocuteur intelligent face à moi, et il me retorquerait en demandant, ah voilà, est-ce qu'il s'agit de devoirs transcendantaux ou mécaniques? Voilà. Déjà un avancement très intelligent comme conversation, mais ça n'existe pas des gens intelligents dans la vie quotidienne en tout cas, ils sont dans les livres. Alors, tunnel, obscurité et sonorité. Je ferme les yeux et j'ouvre mes oreilles. Je ne parle pas dans le train, j'écris. C'est ça, j'écris, c'est 6e indice. Qu'est-ce que j'écris? J'ai écrit dans le train. J'ai écrit en train, c'est une phrase en passé, n'est-ce pas? En passé, et j'ai écrit, je viens d'écrire dans le train et j'ai descendu en train, c'est la vérité nude, mais il y a une autre vérité parce que c'est une phrase du passé. J'ai écrit dans le train quelque chose sur le devoir, c'est 7e indice. Bon, je veux avancer dans des autres directions, je ne dévoile pas les choses comme ça. En passant, en fait, j'ai fait plein de photographes, mais j'étais quand même fatigué, donc j'étais un peu lent. Et j'ai fait une série de photos très faciles techniquement, mais ça fait vraiment un film de Dizga Vertov, en train sur l'électricité, sur le Lénine, quelque chose comme ça, sur l'industrie de guerre de la Turquie. Je plaisante, mais bon, cette région est très industrielle, c'est pour ça que je suis dans le lac de Sapanja, parce qu'il n'y a rien d'industriel, et dans la proximité d'une grande agglomération industrielle qu'on appelle Körfez. C'est très mal choisi comme endroit, n'est-ce pas, pour industrie. C'est une terre très accueillante comme endémiquement, disons, biologiquement. Et je rêve, et je sais aussi en même temps que ce sont des endroits des résidences secondaires de la Byzance véritable. Donc les Byzantins venaient pour se rafraîchir dans cette région de Nicosie. Nous sommes ici vers Nicosie. Donc il y a plein de bains romains comme reste, mais il y avait une pratique de villa, comme vraiment à Vésuve, je dirais, n'est-ce pas, détruit. C'est ça, de ce genre de villa romaine, avec un luxe de la vie quotidienne, avec une goût. Comment je sais tout ça? Oui, d'une archéologie à faire ou à refaire, mais plus spontanément de l'Antonin Artaud, par exemple, Héliogabal, anarchiste chroné, et parle d'une certaine Héliogabal qui est passée, en tout cas de cette Nicosie résidentielle avec le bain, villa, fresque, comme à cette ville détruite que j'oublie toujours symptomatiquement le nom, en Italie du sud, dans la proximité de la volcan Vésuve, n'est-ce pas, détruit entière. Et j'enterre la mémoire comme ça, comme un volcan.
Alors, qu'est-ce que je disais? Ça n'a rien à voir avec mes indices. Et c'est l'industrie, j'étais dans le train et j'ai photographié comme dit Gavertov, électricité, industrie, mais pourtant la Terre n'a rien à voir avec notre industrie de guerre. La Terre est très accueillante, était toujours ontologiquement depuis Byzance, et bien avant peut-être, parce que cette région a des noms grecs aussi. Ce sont des habitations de Grecs. Et Byzance, c'est hellénisante, hein, ça n'a presque rien à faire sauf la construction avec les Romains. Donc, on parle de Petit Hellène, d'ici bas. Ce Petit Hellène, cette région de Petit Hellène, assez jolie d'ailleurs, s'appelle Bithynia. C'est grand, ça rassemble Bursa actuelle, bien sûr Nicosie, donc Izmit actuelle, et ça descend dans le sud aussi, et presque toute la mer de Marmara, la région de Marmara actuelle, sauf peut-être le nord. Et ça descend jusqu'à, à mon avis, Bilégique. Là où, n'est-ce pas, l'État ottoman est fondé. Il y a quelque chose dans cette région bizarre. Voilà les petits Hellènes qui se fondent des États bithyniens. Mais c'est une autre indice d'une autre question concernant Bithynie. Il s'agit d'un garçon de Bithynie devenu très proche d'un certain souverain. C'est une histoire très connue, mais ce n'est pas mon col d'aujourd'hui, bien que je suis sur la terre. Alors, il y a un train qui passe. Alors, en passant, j'ai vu, et je n'ai pas pu photographier parce que j'étais en manque de réflexe, j'étais fatigué, des colonnades d'une ancienne voie ferroviaire, et colonnade, je veux dire, colonnade d'un pont ferroviaire, et comme ça, en parallèle avec celui de nouveau, sur lequel je faisais mon trajet, et cette colonnade ancienne, pas très bon, c'est encore, c'était en briques apparemment, et reste comme ça, sans fonction, dans des études, ils étaient tous désuets. Et ça m'a rappelé tout de suite un documentaire que j'avais vu sur notre pont, je crois. Et je crois que c'est un pont romain, donc un reste archéologique, mais quand même gigantesque et bien important, était immergé par les eaux d'un barrage. Donc, avec la construction, avec la décision de construction de ce barrage, ces restes archéologiques étaient submergés, inondés à jamais. Je crois que c'était construit ce pont, je peux inventer, dans le temps de l'empereur Germanicus, peut-être, mais c'était où ce barrage? C'est peut-être en Allemagne, je ne sais pas. Et ce pont n'est pas submergé à jamais. Et tous les, disons, grandes décennies, j'invente tous les 60 ans, je sais qu'un barrage ne peut pas être bien portant pendant 60 ans, mais je veux fabuler un peu. Et tous les 60 ans, pour les raisons d'entretien du barrage, on vide les eaux de barrage et cette sceptre apparaît devant les yeux humains, donc réapparition de ce pont fantomatique, je dirais comme Baudelaire, fantôme vagissante, parce qu'elle surgit tout d'un coup depuis les profondeurs de l'histoire, est presque intacte. C'est bizarre comment
ça se conserve. Voilà, j'ai vu comme un fantôme, l'apparition d'un fantôme vagissante, comme ça, soudain. Une soudanité est importante en ce qui concerne l'effet fantomatique. Et j'ai eu ce fantôme et je pensais une autre fantôme que j'ai vue en effigie. Voilà, enfin, je voulais dire quelque chose, je suis arrêté par l'appel à la prière. Alors, à Istanbul, je trouve très peu de temps pour prendre des notes, écrire, bon, à la machine et tout. Mais en train, je peux écrire. J'ai constaté que j'écris à la main. J'utilise pas machine, donc j'avais en fait j'avais encore une don d'écrire à la main et mon écriture manuscrit, donc écriture à la main, et c'était assez pour moi agréable. J'ai photographié aussi. Exactement, vous allez voir des morceaux choisis. Ce n'est qu'une seule page, ce qui est avantageux, voir tout en même temps, synchroniquement. Ce qui est ce qu'on appelle anagramme en fait. Parole, et ça s'étale dans la temporalité, donc diachronique par essence. Rarement en poésie deviennent synchroniques et ça devient une beauté. Mais en écriture, sur une seule page, ça fait poème, bien que ça soit prose. Ça, bon, si j'ai encore ce don de prendre de petites notes au moins, donc pourquoi pas habiter à Sapanca et aller tous les jours à bosser à Istanbul, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'y retient en fait? Ma femme, oui, elle peut rester là, soit à Istanbul, soit à Sapanca, parce qu'il y a une durée de train, c'est 1h30, hein, c'est rien à la standard, à l'échelle d'Istanbul, c'est rien, c'est reposant, on peut dormir, tout. Voilà, il faut prendre le train très tôt et très tard. C'est ça le principe. Et ce qui est amusant, c'est ça. Sinon, dans les milieux, il peut y avoir du bruit dérangeant. Et j'ai choisi ma place, bien que j'ai une place réservée, parce que c'est vide. C'est avantageux. Donc, pour écrire, pour créer le train, et si ça marchait jusqu'à là, ça marcherait dans l'avenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis arrêté par prière et un vieux monsieur avec barbe et tout, il venait, comme j'ai une petite mini-bar ici, j'ai eu un peu, je suis agacé, non pas agacé, mais j'ai vu ce monsieur faire ablution dans le lac de Sapanca et j'ai une estime énorme et ce qu'on peut faire de mieux, il a fait avant moi. Et oui, moi aussi, j'ai envie de faire ce baptême d'eau dans ce lac. Bien qu'il fait frais, non, il s'est ensoleillé. Maintenant, continuons à notre leçon. Et en fait, en citadin, nous sommes devenus d'esprits tordus. On croit que nous croyons que tout le monde est hostile à tout le monde, c'est harmonie le pousse. Non, ils se promènent, ils font de leur ablution dans l'endroit où il faut faire. Alors ils s'en vont, c'est fantastique, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé, bon. Parce que aussi parler a un avantage supplémentaire, c'est qu'on ne mange pas, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas. Voilà, la bouche revient à son tâche essentielle de parler ou de baiser, pourquoi pas. Et manger aussi de temps en temps. Fumer épisodiquement et boire, c'est pour la bonne santé. Voilà, je suis devenu aristotélicien. Je suis dans les médiétés. Ah oui. Voilà une maxime. Il faut compter les pas dans chaque phrase. Y a-t-il combien de pas de cadence dans une phrase bien faite? Comme aphorisme, comme maxime.
intonations, ce sont des pas, des pieds. Not, nicht, pas, noli, ne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nihil. D'où vient cette négation de pas? Pourquoi, sachant d'avance l'anglais, j'avais accepté que ce mot nat en allemand nicht, oui, je trouve négatif, c'est logique, mais je n'ai jamais compris pourquoi le français a choisi le mot pas. C'est bizarre, il y a deux sens, peut-être plus de sens, mais deux sens, c'est bizarre. Pourquoi le pas soit de l'ordre de négation? Pourquoi dans chaque pas, on écrase ce qu'on fait, on nihil en nihil? Pourquoi? Pourquoi dans la parole, il y a cette, n'est-ce pas, aller à chevaux, à 4 chevaux, bon, c'est fureur du pas. C'est finalement Nietzsche, avec somptueuse clarté, dans la Zarathustra, il a dit que l'homme passe en marchant, en écrasant les mots. L'homme passe en écrasant les mots, c'est-à-dire les traces précieuses. On ne voit pas ni microcosme ni macrocosme, on passe, il passe, les autres passent. Certains restent, certains séjournent. Avec ce monsieur qui fait son prière, j'ai compris maintenant ma directionnalité, c'est-à-dire il a bien sûr trouvé la bonne direction pour faire de la prière, c'est-à-dire Kabe. Donc je connais maintenant sud-est et nord. D'ailleurs c'est la matinée, donc je connais est. Je vais connaître le soir, n'est-ce pas, Abendland. C'est ça marché. Je vais connaître le soir l'Occident. Ce sera dévoilé peut-être, mon indice. Ne croyez pas que je ne parle pas avec les gens et aux gens. Je parle aujourd'hui à 2-3 personnes dans la matinée, c'est rare. Et donc, je parle, si je trouve quelqu'un qu'on peut parler, je parle comme je parle dans une aridité. Comme je venais d'un désert, comme je venais d'une longue bataille, comme je suis très fatigué des guerres d'antan. Oui, je parle aux gens avec une maturité, en les écoutant, en les répliquant. Tout est dans l'ordre, mais c'est rare, c'est tout. Simplement, ça devrait être rare, comme les premiers hommes, n'est-ce pas, décrits par Rousseau, somptueusement imaginés quand même dans l'essai sur l'inégalité parmi les hommes. C'est rare, arrêtez, c'est ça qui fait la valeur. Voilà, être exemple sans faire l'exemple. Monsieur a fini son prière, il a laissé une trace extraordinaire dans l'espace. Si on retourne à notre sujet, s'il y en a après cette pérégrination en parole, oui, n'est-ce pas, Jean-François Lyotard avait écrit un livre qui s'appelle Pérégrination. Pérégrination, c'est mieux que pèlerinage. C'est une sorte de nomadisme, mais pèlerinage, c'est pas un nomadisme, c'est aller exactement à un endroit privilégié et retourner. Pérégrination, c'est sans retour peut-être, mais je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs sortes de pérégrination. Comment sachions-nous de ne
pas retourner, n'est-ce pas? Ça présuppose que nous connaissons notre point initial. Peut-être que des fois nous retournons, mais nous ne savons pas que nous retournons. C'est sans faire rétention cognitive, on peut machinalement retourner. C'est mon 8e ou 9e indice. Machinalement retourner. Devoir parler dans l'obscurité, machinalement retourner à Sapanja. Oui, répliquera. Ça, j'ai noté dans le train, je vais partager, parce que j'ai parlé de ces colonnades de pont désuets, et ça me rappelait, et chaque chose me rappelle autre chose, ça, l'association, et une interview de Michel Serres, que j'estime beaucoup, avec ses livres sur Hermès, sur Leibniz, sur la science nomadique, à mon avis. Dans l'interview, on lui demandait, non, il disait peut-être seul, il parlait de barrage, donc notre sujet est devenu fantôme vagissante, comme reste archéologique, apparition, devenir phénomène, au moins pour quelqu'un, au moins pour humaine, et comme témoin, n'est-ce pas? Quelle phrase! Ça fait 2 mois que j'arrive à finir cette phrase, et c'était ça mon cheminement initiatique. Michel Serres, j'ai vu dans un documentaire avec Michel Serres une interview où on m'a, peut-être qu'on m'a rapporté, c'est toute la même chose ou autre chose. Alors, il parlait de construction de barrage d'Assouan en Égypte. Il disait qu'ils avaient à l'époque appelé tous les spécialistes dans leur domaine pour faire une équipe de travail pour ces gigantesques constructions qui va changer beaucoup de choses sur Nil. Ça va affecter plusieurs États, nations, tribus dans le sud de l'Égypte. Ça concerne Nil quand même, c'est pas un ruisseau, c'est pas un lac de Sapanja, ça fait l'origine de la civilisation, de tout ce que nous sachons sur ce qui est temps, espace, sur ce qui est séjourné, sur ce qui est sommet de l'expérience de l'Afrique comme pyramide en Égypte. Et nous sachons tout ça, et ça fait la philosophie. Alors, en construisant, Michel Serres n'était pas si explicite ou ému, mais il est d'un goût exquis et c'est concis, non? Il est concis, pardon, je confonds toujours. Et moi, j'étais circoncis, c'est moi. Lui, il est concis. Moi, je suis étalé. Bon, Michel Serres disait qu'ils ont appelé, ils ont convoqué, ils ont fait appel à tous les savants de divers domaines, mais ils ont oublié d'appeler dans leur équipe un philosophe. Comme il s'agit d'une interview, alors son interlocuteur a demandé alors, à quoi servira un philosophe dans une tâche de construction d'un barrage, en tout cas en Égypte. Quand il s'agit d'Égypte, alors là, le philosophe n'est pas convaincu. Bon, Serres répond spontanément, d'une manière très succincte et elliptique, et il dit qu'il remarquera, et le philosophe, il remarquera au moins dans cette équipe,
l'absence d'un spécialiste d'égyptologie. Et un philosophe n'est pas convoqué, mais si un philosophe est convoqué, il va se rendre compte que quelqu'un d'autre qui n'a pas convoqué, alors qui convoqué? Alors tout le monde d'où commence, où va en fait. Alors qu'est-ce qu'il remarquerait? Et l'absence d'un égyptologue. Un philosophe, qu'est-ce qu'il fait? Il remarque l'absence. Pourquoi il n'y a pas d'un égyptologue? Je connais un bon égyptologue quand même. Il connaît l'Égypte, cette région. Il est archéologue aussi, il est philologue aussi. Bon, philosophe, ça sert c'est évidemment, enfin, le philosophe sert à rien faire, il parle et il remarque l'absence et il dit que, enfin, je connais, il devrait y avoir quelque part quelqu'un, un livre, et ça devrait être là. Je n'ai pas lu, mais ça a l'air très intéressant et il faut qu'il soit convoqué. Bon, voilà, c'est Michel Serres. Boum, quelle intelligence, quelle définition de philosophe. C'est profond, et cette profondeur vient de train. Et voilà, comme fantôme vagissant. N'est-ce pas, les paroles, les indices reviennent comme ça, avec toute la sédimentation, tout leur volume élargi, mais il n'y a qu'un indice, un petit truc comme une aiguille qui montre ou ne montre pas, justement, comme ce sont des tombeaux. Les indices sont des tombeaux. Et tout est caché, hein? Mais ça se voit encore une petite sigle. Mais derrière, au fond, au-dessous, au-delà, et ils enferment tout un monde, oui, une tombe enferme, toute une pérégrination. Un petit tombe enferme tout cela comme indice et comme lettre. Et une fois que, comme Nietzsche, nous n'écrasons pas les lettres, nous n'écrasons pas les traces archéologiques ou n'importe quelle trace, alors là, ça devient convocant. Alors, abîme. Voilà ce que j'appelle la pensée pensante. Tout bêtement, comme Heidegger. Il y a donc pensée rassemblante, on traduit comme ça, mais pensée, oui, peut-être pensante, parce que ça rassemble toute la profondeur, toute la largeur, tous les horizons, et ça devient Gedanke, avec ce préfixe que j'ai appris avant d'apprendre allemand, et qui se cache dans notre mot turc de Gemi. Gemi, j'avais lu pendant mon enfance dans une revue semi-scientifique pour la jeunesse, et voilà, étymologie, fantasiste, certes, peut-être, non, du mot Gemi. Gemi veut dire en turc, tout le monde connaît, c'est un engin marin. Alors, c'est un bateau, hein. Le mot bateau viendrait, à mon avis, de bark. Ah oui, bark. En turc, ça veut dire evin barkın yok mu? C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas une maison? Est-ce que tu n'as pas une petite barque? Bark, c'est un rassemblement, c'est lieu de séjour. Et donne l'exemple solennel se trouve dans cette immense anecdote qui est l'Arche de Noé. Gemi, c'est l'Arche de Noé. N'importe quel Gedanke. Hegel disait très explicitement d'un goût exquis et d'une manière concise que Noé est le premier homme qui a pensé. Gedanke. Et j'ai lu cette phrase-là comme citation de Derrida dans le Glas, où on parle de tombe, on
parle de glas, c'est-à-dire les sonneries de deuil, et la tombe nous revient comme sonnerie, et ça sort de notre bouche comme une tombe abîme notre bouche, comme une abîme et comme embâillement, n'est-ce pas? Un embâillement d'une tombe fraîche. Sortir de l'esprit. Parler, c'est l'esprit qui sort. Nous quittons et nous jaillissons en parole, et l'esprit se jaillit, tandis que nous mourons. Nous sommes mourants, donc dans notre tombeau qui est soma, notre corps, comme souligné par Platon. Voilà l'anagramme, voilà toutes les indices réunis à Sapanja. Pourquoi à Sapanja toujours? La trouvaille est que dans cette pensée rassemblante, dans cette pensée pensante, qui sera Noé peut-être n'a pas pensé. Une pensée, ça veut dire impensé. Et comme chacun de nous a une impensée, non pas un petit truc qui reste que le lendemain je vais penser ou repenser, non. Dans la pensée, dans l'étalement, le déploiement de la pensée, il y a toujours une impensée. Hein? C'est Heidegger, je crois, qui a attiré l'attention, mais ce n'est pas déployé peut-être entièrement, parce que Noé a oublié quelque chose dans cette histoire, c'est ça, trouvaille. C'est pas peut-être mon trouvaille, mais ce sera mon trouvaille. Pourquoi il a oublié son fils, son troisième ou l'un des trois fils, Ham, qu'on appelle Ham. Il a oublié. Une pensée rassemblante ne rassemble pas tout. Il y a un pensée qui est un fils disparu. Il n'est pas convoqué comme dans l'anecdote de Michel Serres concernant construction de barrages comme une arche de Noé rassemblant toutes les eaux venant des profondeurs de l'Afrique. Un fils oublié, un Nubien peut-être. Qui est ce fils? Qui est ce fils? Est-ce que ce fils n'a pas pensé? Est-ce que Noé lui-même ne serait pas ce fils qui se rejette? Est-ce qu'il y a, s'il y a une idée de rassemblement qui fut Noé, autrement dit noésis, c'est-à-dire penser, non pas faire, non pas se nourrir, non pas se courir, non pas bon, au-delà de pratique praticable, s'il y a une pensée humaine impraticable, impensée, c'est dû avec circonflexe, dû à un fils humain, comme on dit, les fils d'Israël, etc. En fait, c'est l'un de nous, parmi nous, et chacun de nous. Et ce fils qui a rassemblé, ce fils exclu de la pensée rassemblante. L'anagramme est complète maintenant. Trouvez ça. C'est à bons entendeurs. Salut, hein. Je n'ai rien ajouté, formulé et dévoilé, mais à bons entendeurs. Pourquoi un père rejette son fils et pourquoi ce fils qui est également le père lui-même? Et ça fait du penser impraticable, mais rassemblante, seul avantage. On ne joue pas dans le sable, on ne rassemble pas des trucs, on rassemble la pensée.
tout en s'excluant. Il faut souligner. Tout en solitaire, exclu, qu'on puisse rassembler, faire une arche de Noé, un n'importe quel génie, l'homme de mer, un Moby Dick, un Gilles Deleuze. Voilà, Moby Dick. Pourquoi pas Robinsonade? Pourquoi Abad dans le Moby Dick? Gilles Deleuze a tant pensé. Pourquoi pas Vendredi? Pourquoi pas Jardinier? Autour de quel je trouvais une quand même villa habitable mais vide. Pourquoi pas se rassembler dans un endroit désaffecté mais encore investissable au sens économique du terme, pour être économique dans la parole.